On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanocelle et vous écoutez La Recette. La recette La recette de quoi, du bonheur ? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Alors, est-ce qu'on va commencer cette petite dégustation ? J'espère. Je prends les cuillères. Là, l'idée, c'est qu'on a 3 pâtes à tartiner. On a une emblématique que tout le monde connaît. Et ensuite, il y a la crème de la crème des pâtes à tartiner qu'on va goûter ensemble. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai pendant de longues années été accro à une très célèbre pâte à tartiner. Ça m'est passé et ça faisait bien longtemps que je n'en avais pas mangé, jusqu'à ce que je rencontre ma nouvelle invitée. Je suis Kelly Franck, experte des enjeux de l'ultra-transformation et du goût authentique des aliments. Kelly est ingénieure en sciences des aliments. Elle a créé une agence qui aide les marques et les consommateurs à aller vers plus de naturalité pour faire reculer l'ultra-transformation dans nos rayons. Alors, je goûte le biscuit industriel d'une grande marque très connue. Car aujourd'hui, figurez-vous qu'un tiers des ingrédients que nous mangeons seraient en fait issus de la chimie alimentaire. Avec Kelly, donc, on a dégusté, mais on a aussi décrypté les étiquettes pour mieux comprendre ce qu'il y a vraiment dans nos assiettes. Premier ingrédient, c'est du sucre. On a ensuite des graisses végétales. Alors, qu'est-ce qu'un aliment ultra transformé ? Comment les repérer ? Quel est leur impact sur notre santé ? Et comment retrouver le goût de la simplicité ? Là, le biscuit, il a du goût. J'ai encore pas eu de chocolat, mais waouh. Voici la recette de Kelly Franck. Parce qu'en fait, cette pâte à tartiner est hyper connue, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Sucre, huile de palme, noisettes, les crémés en poudre, cacao maigre, lécithine, vanilline. Mais voilà, tu veux pas goûter du coup ? Ah si. Ah oui. Ok. Bonjour Kelly. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast La Recette. Kelly, tu es ingénieure en sciences des aliments et tu as créé une agence qui accompagne les marques pour faire reculer l'artificialisation de nos assiettes et défendre le vrai goût des aliments. Tu te définis d'ailleurs parfois comme une goûteuse professionnelle. Alors, première question, c'est quoi en fait le vrai goût des aliments ? Alors, le vrai goût, c'est pour simplifier, mais ça veut dire une chose très simple, c'est qu'en fait, c'est le goût d'un produit qui ne recourt pas à cette fameuse ultra-transformation, donc à cette chimie alimentaire. Donc par définition, c'est un produit qui n'aura pas d'arôme, qui n'aura pas de texture chimique, qui n'aura pas tout un certain nombre d'ingrédients qui habituellement font le goût, mais sont ultra-transformés. Tu vas évidemment m'en dire plus, mais avant, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de toi. Où as-tu grandi, Kelly, et à quoi ressemblaient les plats de ton enfance ? Écoute, moi j'ai grandi à Grenoble, dans une famille où j'ai une chance d'avoir une maman qui me faisait la cuisine, du fait maison tout le temps, mais surtout, en fait, j'ai très tôt eu une grosse curiosité pour le goût, et j'avais une sorte de fascination, même dans les dessins animés. Je me souviens par exemple dans Le Roi Lion, que le moment où il mange les insectes, ça me paraissait hyper bon, délicieux, etc. Et j'avais vraiment une attirance en fait par l'émotion du goût. Et tu penses que ça vient d'où, justement ? C'est quelque chose que tes parents t'ont transmis ou comment tu expliques ? Certainement, mais c'est vrai que je pense qu'il y a eu des rencontres avec des produits, je pense à des reblochons fermiers, enfin vraiment des choses qui ont marqué mon palais et ma mémoire en fait à jamais. Et c'est vrai que très tôt ça a été un peu une obsession, et c'est marrant parce que j'ai toujours su que je serais pas une cuisinière. En fait, moi, c'est marrant, je cuisine pas spécialement, mais je goûte, en fait. Vraiment, c'est ma passion, et souvent, ça paraît bizarre de dire ça, parce que on pourrait se dire que forcément, j'aime cuisiner, mais
Moi, j'aime assembler. En fait, j'aime le goût originel des produits. Donc, si c'est trop cuisiné, ça masque, en fait, ce qui, moi, m'intéresse. C'est-à-dire ce lien fin à la qualité par le goût. Et quel a été ton parcours ? Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Qu'est-ce qui t'a mené sur le chemin de l'alimentation durable ? En fait, comme j'étais attirée par le goût, la compréhension, en fait, c'est vraiment la science de l'aliment, j'ai voulu faire une prépa pour faire des écoles d'ingénieurs agroalimentaires. Et donc, j'ai fait une école vraiment parcours un peu classique, mais avec beaucoup de frustration pendant le parcours parce qu'on apprenait vraiment l'approche très technologique. En fait, faut savoir qu'en école d'ingé, t'as des cours entiers sur les additifs, leurs fonctionnalités. Et je sentais vraiment comme un décalage. Moi, j'avais envie de comprendre plus la science de la cuisine, enfin la science culinaire en fait. Donc j'ai travaillé au centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, où là vraiment mon objectif c'était de me familiariser avec la science du goût, enfin un peu la quintessence de ce qu'on fait quand on fait de la gastronomie de pointe. Je me suis dit voilà, ce que j'ai appris à l'école c'est bien, mais ça va pas assez loin pour moi. Je comprends un peu mieux comment est fait un aliment, de quoi il est constitué, comment ça fonctionne quand on veut faire un produit à grande échelle. Mais j'avais vraiment besoin d'avoir cette continuité et de me dire qu'en fait le goût qu'on va fabriquer dans les produits du quotidien, il faut que ça soit un goût de qualité. Donc il faut qu'on trouve une manière de faire finalement ce qu'on sait faire en cuisine, mais à grande échelle. Et donc j'ai voulu travailler là-dedans, et rapidement, en sortant de mes études, j'ai eu l'occasion de rejoindre le projet SIGA, qui était la création d'un indice scientifique sur le degré de transformation des aliments. En fait, c'est là que j'ai compris qu'en fait, plus un ingrédient va être transformé, dégradé, et plus il va être délétère pour la santé à long terme. En lisant une liste d'ingrédients, en fait, on peut savoir en un coup d'œil qu'est-ce que ça vaut vraiment en termes de qualité intrinsèque, quels sont les ingrédients qui sont en fait de la chimie pure et dure, et donc c'est pas des matières nobles. Et on peut savoir aussi, on peut avoir des indications sur comment c'est fabriqué, et c'est ça qui est super intéressant. Tu nous as parlé de SIGA, SIGA qui était donc, comme tu l'as expliqué, un indice pour évaluer le degré d'ultra-transformation des aliments. Aujourd'hui, tu es indépendante, tu as créé ta société, tu défends le vrai goût, et tu accompagnes les marques vers plus de naturalité, c'est-à-dire moins d'ingrédients ultra-transformés. Donc, on va d'abord essayer de définir ensemble, en fait, c'est quoi un produit ultra-transformé ? Bien sûr, pour faire simple, quand on parle d'ultra-transformation, on parle de qualité des ingrédients qui sont utilisés dans la composition de cet aliment. Donc c'est vraiment une histoire d'ingrédients avant toute chose. Et ultra-transformé, en fait, c'est utiliser des ingrédients qui sont davantage assimilables à de la chimie comestible qu'à de la cuisine. Ça veut dire que c'est des ingrédients qui sont non pas juste des matières premières qu'on aurait mises en jus, mises en poudre, donc altérées au sens transformation culinaire, mais en fait on va beaucoup plus loin. C'est pour ça que c'est ultra transformé, c'est pas de la transformation, on va plus loin que ça, et en fait on transforme la matière première pour en faire des ingrédients qui sont purs, quasi purs, excessivement dégradés. Donc c'est le cas par exemple du sirop de glucose, le sirop de glucose qu'on retrouve dans vraiment très très nombreuses dans très nombreux produits, biscuits sucrés, la majorité des glaces et même artisanales contiennent du sirop de glucose ou ses dérivés. Et il faut imaginer que ce terme-là qui fait peut-être... d'ailleurs, parfois il s'appelle sirop de blé, donc ça peut donner un peu l'image de quelque chose de bon. Le sirop de glucose et ses dérivés, c'est issu de l'amidon de blé, donc on prend une farine, on la traite chimiquement, on isole et on sort uniquement l'amidon. Donc on n'a plus de protéines, plus de fibres, plus rien, on isole l'amidon et ensuite on l'hydrolyse, c'est-à-dire on le casse en petits morceaux de sucre. C'est comme si la substance elle était prédigérée avant même qu'on l'ait assimilée, et en fait ça c'est vrai pour tous les ingrédients ultra transformés qu'on consomme, et il faut avoir en tête que plus on consomme ces ingrédients qui sont en fait trop purifiés et prédigérés, en fait moins le corps il a besoin de le faire, et donc ça vient perturber tout notre métabolisme, et c'est pour ça que le point commun entre tous les ingrédients ultra transformés, c'est vraiment d'être finalement des ingrédients qui rentrent dans le corps hyper facilement et qui viennent tout perturber d'un point de vue santé. Alors, tu as dit plein de choses intéressantes. J'ai plein de questions qui me viennent en tête. D'abord, tu as parlé de sirop de glucose. Ça sert à quoi, en fait ? Ça, c'est une très bonne question. Il faut comprendre que toute cette chimie comestible, en fait, elle est hyper efficace. Ça, c'est un point commun qu'ont tous les ingrédients ultra transformés. Ils sont efficaces et ils sont à bas coût. Donc, en fait,
c'est vraiment la voie royale pour gagner du temps d'un point de vue industriel et évidemment avoir économiquement de l'intérêt à utiliser ces ingrédients-là. En l'occurrence, le sirop de glucose, c'est un ingrédient un peu magique parce que il augmente la viscosité, donc toutes ces textures un petit peu crémeuses, onctueuses, dans des matrices de gâteaux moelleux, par exemple, ça augmente aussi le moelleux, et sans être trop sucrant. Voilà une réponse technologique qui fait gagner du temps donc et qui est pas chère, donc évidemment que c'est intéressant. Et justement, tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut s'approcher d'un point de vue technologie de l'aliment à des choses, justement un moelleux comparable, mais sans ingrédients ultra transformés. C'est là tout le sujet. Et pour ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut retrouver du savoir-faire de fabrication. Ça date de quand l'ultra-transformation, en fait depuis quand on mange En fait, on a commencé à vraiment ultra-transformer nos aliments depuis les années 60, en fait, avec le modèle productiviste, puisqu'on a voulu produire beaucoup. Et forcément, ces ingrédients hyper efficaces, à bas coût, c'était la voie royale pour l'industrie de gros volumes. Mais en fait, voilà, on s'est rapidement rendu compte, mais même si on n'en parle que depuis très récemment, les études entre consommation excessive d'aliments ultra transformés et effets délétères, les premières, c'est à partir du moment où on a commencé à parler de la classification Nova, donc c'est autour de 2011. Finalement, c'est récent. On va y revenir, on va en parler, mais avant, tu as parlé de la classification Nova, et justement, j'aimerais bien que tu nous expliques de quoi il s'agit. Donc, c'est une classification qui a été élaborée, donc comme tu l'as dit, c'était en 2009. En 2009, par un épidémiologiste brésilien, et qui est depuis largement utilisée dans la communauté scientifique pour mettre en évidence le degré de transformation des aliments. C'est ça? Comment ça marche, la classification Nova? En fait, la classification Nova, donc c'est vraiment une vision un petit peu simplifiée du degré de transformation, puisqu'on a en fait une classification qui classe les aliments en 4 groupes. Les aliments peu ou pas transformés, les ingrédients culinaires, donc qui sont le sucre, la farine, ils mettent l'amidon, ils mettent les huiles. Les aliments transformés qui sont un mélange d'ingrédients culinaires et d'ingrédients peu transformés. Donc là, on va retrouver finalement tout le patrimoine culinaire qu'on connaît, et le fameux groupe 4, qui est le groupe des aliments ultra transformés, dans lequel on vient retrouver ces fameux ingrédients qui sont finalement de la chimie comestible et qui sont... Voilà, en tout cas dans la Nova, c'est très clairement établi que ce sont des additifs, en général des additifs, souvent cosmétiques, donc qui sont là pour imiter les propriétés sensorielles du produit, donc les arômes, les colorants, etc. C'est hyper intéressant. Quand tu as parlé de la catégorie des ingrédients simples, tu as mentionné le sucre. J'aimerais bien qu'on précise, si possible, sur le sucre, parce que évidemment, il y a le sucre de betterave, le sucre de canne, mais on entend aussi souvent sucre brun, sucre blanc, sucre raffiné, et on connaît pas toujours la différence, on sait pas toujours forcément à quoi ça fait référence. Est-ce que c'est lié du coup au degré de transformation ? Ouais, tout à fait. En fait, c'est vraiment une histoire de degré de transformation. Tout ce qui provient de la canne, effectivement, existe sous sa forme la plus brute. Et ça, c'est des sucres qu'on dit complets. Complet, ça veut dire que c'est pas que du sucre pur, et que justement, il y a encore cet effet matrice. Donc c'est le cas des sucres de coco, des sucres muscovado, rapadura, tous les sucres bruns qui sont encore goûtus, caramélisés, qui ont des notes même de bouillon cube. Enfin, on a vraiment toute une palette aromatique autour de ces sucres-là, sucre, sirop d'érable, etc. Et effectivement, plus on raffine, donc c'est-à-dire qu'on enlève cette fameuse matrice avec ses composés bioactifs protecteurs qui entourent la partie sucre, plus même on enlève de la couleur et on se retrouve avec... En général, les ingrédients purs sont des ingrédients blancs ou translucides, donc effectivement, le sucre blanc, il porte bien son nom, et il est blanc parce qu'il n'y a plus rien à part du saccharose, donc on est sur des sucres qui rentrent, là encore une fois, directement dans le corps, sous forme de sucre prêt à être digéré, quoi. Et c'est pour ça que c'est mieux, souvent pour la santé, de manger du pain à base de blé complet, plutôt que du En fait, du c'est pain vrai blanc. dans toutes les catégories Ouais. de produits, absolument. Et donc, c'est vrai sur les farines complètes, c'est vrai sur les sucres complets.
Tout à l'heure, tu as dit le mot matrice, et j'aimerais bien aussi que tu nous expliques un peu de quoi il s'agit, et plus exactement aussi, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'effet matrice? Oui, absolument. Alors c'est un terme effectivement qu'il faut absolument expliquer parce que c'est le point le plus important quand on parle d'aliments sains. C'est finalement la matrice des ingrédients et des aliments, donc il faut l'expliquer. On a souvent tendance à penser qu'un aliment sain, c'est un aliment pauvre en gras, sucre-sel. En fait, ce que nous démontrent les études et le faisceau de preuves aujourd'hui autour de la science des aliments, c'est que, en fait, c'est pas tellement les nutriments qui décident, mais c'est la matrice. Une pomme dans laquelle en fait la matrice n'a pas été touchée, puisqu'on a une pomme, tous les nutriments sont enchevêtrés les uns avec les autres et ça nous donne une structure qui est tridimensionnelle. Cette pomme, elle est beaucoup plus bénéfique que son jus à calories égales, qui en fait serait une pomme qui a perdu sa matrice, qui est liquide et qui finalement n'a pas du tout le même impact santé. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on peut manger, un peu en illimité, la pomme peut être consommée sans limite, alors que le jus, on commence à avoir des restrictions en fait sur la quantité de jus qui est recommandée. Et ça, c'est parce qu'en fait, on n'a plus l'effet bénéfique de la structure, parce qu'on est vraiment venu casser en fait cette structure. Et il faut imaginer que ça, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on peut faire dans notre cuisine, et c'est en fait un procédé de mise en jus, c'est un procédé d'altération assez simple, et quand on cuisine on peut très rapidement faire des jus, des cuissons, des machins. Et dans l'ultra transformation, non seulement on met en jus, mais en plus il faut imaginer qu'on enlève vraiment en fait tous les autres nutriments qui vont être, par exemple quand on isole, ce que je disais tout à l'heure, l'amidon, on vient isoler l'amidon il est plus du tout en lien avec les fibres, les protéines, les vitamines, et donc pris isolément en fait il va pas du tout réagir de la même manière. En fait, quand on cuisine chez soi, on fait des transformations qui ont un impact, mais c'est mineur par rapport à ce qu'on fait dans l'industrie où on crée des ingrédients qui sont pour le coup complètement sortis de leur structure initiale. Et c'est pour ça que on a des études super intéressantes, par exemple, qui montrent que le miel hyper riche en fructose est protecteur, alors que c'est super riche en fructose, que le fructose en tant que tel, c'est délétère pour la santé. Mais le fait que le miel, en fait, ce soit pas que du fructose, qui est aussi des antioxydants, des antifongiques, c'est minime, mais ça change tout. Parce qu'en fait, il y a un effet matrice dans le miel, et c'est tout le problème de ces ingrédients et de cette approche, en fait, qu'on appelle réductionniste, où en fait, on a pensé qu'en refaisant exactement la même combinaison de nutriments, j'ai le même produit. Et c'est comme ça que d'ailleurs que sont nés les repas en poudre, les substituts de repas, où en fait c'est exactement ça. On te dit, t'as besoin de tel nutriment, t'as besoin de protéines, t'as besoin de fibres, paf, je te mets ça dans un aliment et c'est pareil. Et non, mais c'est pas du tout pareil, parce que le principe des aliments, c'est justement ces synergies d'action entre les nutriments qui est l'effet matrice, et c'est ça qui en fait est protecteur pour la santé. Un autre exemple que j'aime bien donner, c'est celui des nitrates, puisque dans les épinards, par exemple, on sait que les épinards, les blettes sont des légumes qui sont riches en nitrates. Sauf que la différence avec le fameux nitrite ajouté dans les charcuteries, c'est que là, encore une fois, ils sont dans une matrice qui est la matrice feuille pour la blette et l'épinard, et qui a du coup des composés antioxydants qui vont avec et qui font que y a des synergies entre le nitrate de la blette et les antioxydants, et c'est pour ça qu'en fait ils sont retenus par les antioxydants, et que c'est pas délétère à la santé de consommer des blettes et des épinards, au contraire. Tu as parlé plusieurs fois, Kelly, de l'effet délétère des aliments ultra transformés sur notre santé. C'est vrai qu'il a été démontré que la consommation excessive de ces produits augmentait le risque de contracter certaines maladies. On pense au diabète, au cancer. Il y a aussi plusieurs études qui montrent l'impact d'une consommation excessive d'aliments ultra transformés sur la santé mentale. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi aujourd'hui les risques d'une alimentation ultra transformée pour notre santé? C'est vrai que c'est assez alarmant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à peu près à 225 études épidémiologiques qui montrent des corrélations. Donc le faisceau de preuves, il est gigantesque. Et on a relevé environ 32 effets néfastes délétères, donc t'en as cité. Mais il y a des choses
Il y a des choses encore plus insoupçonnées ou surprenantes, mais on a des liens avec les troubles alimentaires, évidemment, le vieillissement cellulaire, la dépression, l'addiction aussi. En fait, c'est vraiment très inquiétant de voir tout ce que ça peut impacter, directement ou indirectement. Il y a aussi un taux de mortalité plus important. On augmente de 62% risque de mort, enfin toute mort confondue, à partir de 4 portions d'aliments ultra transformés par jour. Enfin, c'est des chiffres qui font un peu peur. En fait, au-delà de 15% en apport calorique journalier, on s'expose à des effets délétères liés à la consommation d'aliments ultra transformés. Donc, pour bien comprendre, 15%, c'est environ 2 portions. Donc, un soda, une barre chocolatée, par exemple. Donc, c'est atteint assez vite. Et 15%, c'est le seuil à partir duquel ça devient délétère. Mais en France, la population moyenne, elle consomme, alors les chiffres varient, mais on est autour de 30-35% d'aliments ultra transformés, donc c'est déjà 2 fois trop par rapport à ce qui est recommandé. Chez les enfants, c'est encore plus important parce qu'on est autour de 40%. Donc on consomme beaucoup trop d'aliments ultra transformés, ils sont vraiment omniprésents dans nos rayons. Là aussi, je peux donner un chiffre, mais en fait, on aurait en grande surface que 30% des aliments qui sont vraiment sans ingrédients ultra transformés, donc c'est très peu. Par contre, on augmente un peu cette quantité-là de produits en magasin bio. Donc ça, c'est quand même une astuce à savoir. Dans les magasins bio, en moyenne, on a un produit sur 2 qui est ultra transformé, donc c'est quand même encore beaucoup, mais on a quand même un peu moins de chances de croiser des aliments ultra transformés. Enfin, voilà, il faut absolument que les pouvoirs publics s'emparent de ce sujet parce que c'est un enjeu de santé qui est hyper important et l'approche purement nutritionnelle, comme on l'a dit, suffit pas. Il suffit pas de réduire le sucre, le sel et le gras. Il faut s'intéresser aux ingrédients et au degré de transformation. Tu as dit que c'était un enjeu de santé publique immense, et en effet c'est le cas, et pourtant j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça. C'est récent, ces études. Pourquoi ? Comment ça s'explique en fait qu'il y ait une méconnaissance sur l'ultra-transformation des aliments ? Parce que c'est quand même un courant nouveau. On a tous été éduqués à la pyramide alimentaire en fait qui nous parle de nutriments, les produits laitiers, limiter les produits sucrés, enfin cette approche par nutriments. Donc c'est vrai que c'est nouveau de se dire en fait c'est pas les nutriments qui comptent, c'est le degré de transformation. Et en fait finalement ce qu'on dit peu ou prou sur le régime protecteur idéal, c'est le régime méditerranéen, dans lequel en fait il y a beaucoup d'ingrédients qui sont peu transformés, mais par exemple il y a beaucoup d'huile d'olive, donc ça peut être riche en gras quand même, mais c'est des ingrédients qui sont peu transformés, et ce régime-là il est préventif. Et je pense que pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que c'est si peu connu, c'est que finalement on parle de santé préventive, c'est-à-dire que les maladies dont on parle, elles arrivent au cours de la vie, et il n'y a pas ce côté instantané entre guillemets qu'on peut avoir avec des régimes hyper restrictifs où on perd du poids d'un coup, il y a des résultats tout de suite. Donc peut-être que les gens ont du mal à se projeter dans l'impact que peut avoir à long terme. En fait, c'est le côté long terme, je pense, qui est peut-être un peu plus difficile à entrevoir, mais bon, on n'en parle certainement pas assez. C'est pour ça que c'est important d'en parler, c'est important de montrer que les solutions, elles existent déjà en rayon aussi, qu'il y a beaucoup de produits qui sont qui ne sont pas ultra transformés et qui valent le coup d'être goûtés. Avant de connaître les dessous de l'industrie agroalimentaire, je me disais, comme beaucoup de gens, je pense, que tout ce qui était industriel, il y avait une dimension un petit peu alarmiste qui fait peur. En fait, on se rend compte qu'il y a vraiment des industriels qui font un travail extraordinaire et qui est vraiment de la cuisine à grande échelle, et des artisans qui, au contraire, vont utiliser des ingrédients ultra transformés et marketer leurs produits évidemment comme quelque chose de très artisanal, d'authentique. Et donc cette lecture-là, elle permet, la lecture de la liste d'ingrédients, elle permet vraiment de savoir à quoi on a vraiment affaire au-delà des promesses. Pour reprendre le cordon bleu qui a vraiment cette image de malbouffe qui lui colle à la peau, en fait on peut tout à fait trouver dans nos supermarchés des cordons bleus, enfin alors pas partout, mais notamment en magasin bio. Et à l'inverse, quand vous achetez un cordon bleu chez le boucher où il n'y a pas la liste, en fait, on sait absolument pas comment il est fait. Il n'y a pas de grande vérité, finalement, ça dépend de c'est produit dépendant. Et donc, c'est possible de trouver à peu près tous les produits simplement transformés. Enfin, c'est pour ça que que je me lève le matin. C'est vraiment dans cette envie vraiment de faire connaître le bon côté de nos rayons.
Et bien justement, on va parler des solutions maintenant parce que on a beaucoup parlé des conséquences néfastes des aliments ultra transformés. Alors, quelles sont les solutions, Kelly? Toi, tu parles de naturalité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Tu dis qu'il faudrait manger simple, mais surtout y prendre goût. La notion de plaisir, elle est essentielle aussi. Est-ce que tu peux nous parler des solutions aujourd'hui? Juste pour parler de naturalité, c'est vraiment en fait le terme que j'utilise pour l'inverse de l'ultra-transformation. Et finalement, le mot naturel, il a été très galvaudé. On a beaucoup de promesses marketing de certains produits qui disent c'est 100% naturel, etc. Mais quand c'est ultra-transformé, ça n'a aucun sens. Moi, quand je parle de naturalité, c'est en fait le fait de fabriquer des aliments industriels, artisanaux, à la maison, avec des ingrédients simplement transformés, donc simples. C'est ça la naturalité. Donc c'est effectivement... Moi, ça, dans les solutions, en tout cas dans ce qu'on a voulu mettre en place, on s'est dit que c'était tellement important de rendre accessible la notion d'ultra-transformation et donc de naturalité par opposition qu'on a voulu rendre accessible à tous le listing exhaustif des ingrédients qu'on peut considérer comme ultra-transformés. Donc on a publié il y a maintenant plus d'1 an un cahier des charges dans lequel il y a des définitions, il y a des listes d'ingrédients ultra-transformés. Et on a créé avec ScanUp, notre partenaire digital, un calculateur où même en tant que consommateur, on peut rentrer une liste d'ingrédients sur notre site internet et savoir quels sont les ingrédients ultra transformés. Et ça nous paraissait, essentiel pour en tout cas, s'il y a des curieux d'en savoir plus, de pouvoir accéder à cette information-là. Et donc, en termes de solutions, on a créé ce cahier des charges et on a voulu, pour aider l'industrie à mettre le pied à l'étrier et faire reculer l'ultra transformation, on a créé une petite allégation, une petite médaille positive qui est une marmite dans laquelle il y a écrit ingrédients simples et qui permet aux marques de pouvoir valoriser leurs produits qui sont réellement naturels, au plus proche du fait maison et qui remplissent du coup les critères de conformité qu'on a établis. Et aujourd'hui, on a plus d'une 40aine de marques qui utilisent cette allégation pour se différencier parce que, en fait, avant l'allégation, il n'y avait pas vraiment de solutions, en tout cas accessibles pour les marques. On voit souvent sans additifs, 100% naturel, mais encore une fois, ça garantit rien sur la réelle naturalité du produit. Donc ça permet vraiment de pas galvauder les promesses marketing et de se référer à un document qui est, parce que ça je l'ai pas dit, le cahier des charges, il est open source, il est transparent. J'aimerais bien aussi, Kelly, qu'on parle du Nutri-Score, parce que le Nutri-Score, parfois, il fait un peu débat. Je pense notamment à des produits comme le beurre ou les huiles, qui sont des produits gras et qui sont parfois mal notés avec le Nutri-Score, alors que ce sont des ingrédients simples et que souvent, c'est juste une question de quantité pour qu'ils restent bénéfiques pour la santé. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup? Est-ce que le Nutri-Score, pour toi, c'est un bon outil? Il faut comprendre ce que c'est que le Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est une vision synthétique de la table nutritionnelle. Et la table nutritionnelle, elle parle de nutriments, elle parle pas de qualité des ingrédients. Donc elle renvoie effectivement une image de est-ce que le produit, il est pas trop gras, trop sucré, trop salé. Et en fait, on sait aujourd'hui que c'est insuffisant pour parler de santé. La meilleure preuve, c'est que tous les produits allégés qui auront du coup un Nutri-Score favorable, en fait, sont pas bénéfiques à long terme, parce qu'en général, c'est des aliments ultra transformés. Et en fait, c'est un outil qui est intéressant si il est pris après le regard sur la naturalité. C'est-à-dire que d'abord, je m'assure qu'il n'y ait pas d'ingrédients ultra transformés. L'équilibre alimentaire, c'est un peu aberrant de chercher à l'avoir à l'aliment. L'équilibre alimentaire, ça se fait au regard d'une journée, même d'une semaine, en fait. On fait vraiment des associations d'aliments entre eux pour avoir un équilibre in fine dans l'assiette. Mais c'est pas que des aliments équilibrés qu'il faut consommer pour bien manger. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Et effectivement, le beurre, c'est déséquilibré. Oui, c'est que du gras, mais j'en mets un petit peu. Et en fait, est-ce que réellement les gens ne savent pas qu'il faut mettre un tout petit peu de beurre et en fait vont consommer que du beurre? Je pense qu'on veut trop simplifier aux consommateurs l'approche nutritionnelle alors que c'est pas la première chose qu'il faut qu'ils regardent. En tant que consommateur, comment on fait justement pour s'y retrouver? Tu as parlé d'une liste d'ingrédients ultra transformés. Est-ce que tu as des clés, des astuces pour apprendre à lire les étiquettes, pour en un clin d'œil mieux choisir ces produits? Alors, si je devais donner 3 grandes astuces, la première, ça serait déjà de se poser la question quand je vois une liste d'ingrédients, est-ce qu'à partir de cette liste, je peux refaire la même recette à la maison? Donc évidemment, si je tombe sur nitrite, lécithine, sirop de glucose, non, c'est pas des ingrédients que j'ai dans mes placards. Ensuite, le deuxième conseil, c'est
de se méfier ou de fuir en fait les produits qui ont des promesses nutritionnelles, le allégé, le riche en protéines. En fait, souvent, ça veut dire qu'on vient enrichir nutritionnellement avec des ingrédients ultra transformés. Et le troisième conseil, c'est quand même celui de dire qu'en bio, on a généralement quand même plus de chances de trouver des ingrédients simples et des produits simples parce qu'on a une liste plus restreinte d'additifs ultra transformés, parce que généralement ils en utilisent moins. Donc c'est quand même, c'est pas une vérité absolue, mais c'est quand même vrai. Les produits bio sont en général moins ultra transformés que les produits conventionnels, donc ça peut être une bonne astuce. Est-ce que les produits ultra transformés sont moins chers en général ? Bah oui, en général, ils sont moins chers. Maintenant, il y a souvent des contre-exemples, donc ça va dépendre, mais on arrive à trouver en fait avec des ingrédients plus simples, souvent qui peuvent demander aussi de l'assemblage par soi-même, mais on a souvent l'impression que par exemple un plat cuisiné ultra transformé c'est pas cher, mais en fait revenu au prix du kilo c'est hyper cher, et il y a plein de personnes qui prouvent que en assemblant soi-même à la maison des ingrédients simples, en fait on s'en sort aussi bien en termes de prix. Donc privilégier les produits bruts et peu transformés, mais les assembler plutôt chez soi, ça c'est une solution entre guillemets. Ouais, c'est une solution tout à fait, parce qu'en fait quand on fait soi-même l'assemblage de produits qui sont simplement transformés, effectivement on peut réduire les coûts parce qu'on fait en plus gros volume pour plusieurs jours de la semaine par exemple, ou plusieurs typologies de recettes, et généralement c'est plus économique. Alors concrètement, toi ton métier aujourd'hui c'est d'accompagner les marques vers des recettes avec moins d'ingrédients ultra transformés, on en a parlé. Pourtant c'est encore la norme dans nos rayons. Quels sont les freins aujourd'hui et quels sont tes conseils pour les professionnels qui nous écoutent et qui voudraient aller vers plus de naturalité justement dans leurs produits ? Déjà sur la question du frein, forcément que quand on a l'habitude d'utiliser des ingrédients ultra transformés, moins chers, plus efficaces, ça veut dire qu'il va y avoir du temps de R&D, de retravail en fait du sourcing ingrédients, éventuellement de la recette en elle-même. Donc on peut comprendre le frein, mais la carotte qu'il y a derrière de pouvoir proposer à ses consommateurs des produits qui sont goûteux, donc qui parlent en fait de qualité sans utiliser d'ingrédients ultra transformés, en fait c'est hyper bénéfique parce que malgré en fait l'éducation progressive du consommateur vers l'alimentation durable, le goût reste le premier critère de réachat. En fait, la notion de plaisir, elle sera toujours au cœur des attentes du consommateur. Ce qui est important, alors par contre, ce qui est sûr, c'est que tu peux venir perturber un petit peu la préférence consommateur quand tu vas basculer sur le vrai goût, où tu vas retirer les arômes, les textures, tu peux déstabiliser un petit peu. Mais en fait, faire ce choix-là, ça peut être que stratégique pour une marque parce que c'est forcément quelque chose de vertueux et pour la santé et pour l'environnement. Et je pense qu'aujourd'hui, une marque qui a envie de s'ancrer dans le temps et qui est convaincue que voilà, l'alimentation durable, ça a du sens, ça peut pas être fait sans prendre en compte le goût et le plaisir. L'une des solutions, justement, c'est l'éducation au goût. Pourquoi c'est important et est-ce qu'on peut éduquer son goût à tout âge ? Bien sûr, évidemment qu'on peut éduquer le goût à tout âge. Le mieux, c'est de commencer effectivement quand on est enfant, parce que on va vraiment avoir tendance à enregistrer des standards, et quand on façonne le cerveau de nos enfants avec des goûts chimiques, ils vont avoir ces repères-là. La bonne nouvelle, c'est qu'à tout âge, on peut apprendre à goûter, décortiquer. Je pense que déjà s'intéresser à essayer de faire du lien, et moi c'est ce que j'essaye de transmettre aussi, mais de faire du lien entre le goût et la qualité des ingrédients. En fait, c'est ce qu'on fait quand on consomme un biscuit avec plein d'arômes. En fait, si on se pose 2 secondes et qu'on perçoit cet arôme-là, on comprend tout de suite qu'on est habitué au goût de la chimie. Plus on a la curiosité de goûter de nouvelles choses et de remettre aussi en question peut-être ses habitudes, ou du moins de les questionner, plus on va être ouvert à la question de la naturalité et du vrai goût. Est-ce que tu peux nous parler de la bonne distribution ? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est un très beau projet dans lequel on a imaginé un concept en fait complet autour de cette expertise de la naturalité du vrai goût, avec la promesse de défendre le vrai goût dans tous les rayons à tous les prix. Ça veut dire, c'est complètement inédit. C'est un rayon, par exemple charcuterie, dans lequel il n'y a pas de nitrite, il n'y a pas de dextrose, tous les jambons sont gris, et on explique au contraire que c'est un signe de qualité, parce qu'on pourrait se dire le gris c'est pas, alors ça donne pas envie, mais en fait c'est vraiment rééduquer, et c'est un concept du coup dans lequel on va faire de la pédagogie, parce que ça peut perturber un petit peu, mais aussi surtout promettre au consommateur qu'il peut venir les yeux fermés choisir ses produits et juste se concentrer sur de quoi j'ai envie.
Et ça, c'est un peu le rêve. Quels sont tes projets, Kelly? Tu seras où dans 5 ans et où en sera, selon toi, la connaissance de l'ultra-transformation? C'est une bonne question. On est sur la bonne voie ou pas? Écoute, j'espère. Je pense que ce qu'on peut souhaiter à la thématique, c'est qu'elle rentre sur à mon avis, les bancs de l'école, que l'éducation alimentaire, les cours à l'alimentation deviennent obligatoires et intègrent évidemment cette notion-là. Moi, j'imagine très bien des cours de dégustation de produits du quotidien à l'école. Je pense que on a des classes du goût quand on est petit où on te fait goûter des pommes, pour découvrir les textures. Mais je pense qu'introduire à ces moments-là la notion de vrai goût, et je pense que l'enfant il peut vraiment très tôt prendre conscience de ça et prendre plaisir à faire ce jeu d'enquête un petit peu du goût et des sens. Et j'y crois d'autant plus que vraiment c'est un outil, enfin la dégustation, le goût, c'est un outil de décryptage qui est hyper puissant. Et le digital ne tuera pas ce sens-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un monde tellement digital où on peut faire plein de choses à distance, mais goûter, ça c'est pas possible. On peut pas encore inventer de machine qui goûte à notre place. Et donc c'est vraiment un pouvoir qu'on a tous. Kelly, ce podcast s'appelle La Recette. Quelle recette voudrais-tu nous donner aujourd'hui, ou aurais-tu aimé qu'on te donne peut-être? Ce que j'aurais aimé qu'on me dise, et finalement je m'en rends compte en ayant vraiment poussé l'expertise sur mes thématiques, c'est que finalement plus t'en sais et moins t'en sais, dans le sens où t'as de certitude dans ce sujet qui est hyper complexe, de la qualité, des conseils, de mieux manger, etc. En fait, le moins de conviction trop pointu on a, le mieux on est, parce que tout est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit savoir. Et du coup, ça permet aussi de relativiser. Dire à tout le monde de cuisiner soi-même à partir de produits bruts, pour moi, c'est utopique, parce que y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de cuisiner. Et en fait, chacun est maître de ce qui... Enfin, fait comme il peut, je crois. Et on fait un peu du mieux qu'on peut. Mais ce qu'il faut, c'est être bien informé et après faire ses choix éclairés. C'est un peu chacun a ses propres... peut composer sa propre recette à partir des ingrédients C'est bien dit. qu'il découvre notamment à travers ce podcast. Merci beaucoup, Kelly. Merci à toi, Julie.